Vous regardez 64 minutes, bienvenue, allons-y franco, c'est l'actualité vue par les médias francophones et c'est tous les vendredis dans 64 minutes. L'affaire Epstein a un dossier tentaculaire mondial, cet homme d'affaires américain est au cœur d'un scandale financier pédocriminel. Jeffrey Epstein a tissé sa toile, 3,5 millions de documents accessibles à tous. Il est avec Donald Trump, avec Bill Clinton, avec Bill Gates, même avec Noam Chomsky qui est une figure de la gauche américaine. Des photos, des emails, des témoignages qui doivent encore être vérifiés, recoupés, mais qui font déjà le bonheur des complotistes de tous bords. Argent, pouvoir, sexe, tous les ingrédients sont réunis. Comment ne pas se laisser happer par cette mécanique du complot? Eh bien, on en débat avec mes invités. Anne-Laure Jumet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe de la rédaction internationale de Radio France. Merci d'être avec nous. Avec vous, Perla Miska, bonsoir. Bonsoir. De Conspiracy Watch, cet observatoire indépendant déconstruit justement les théories du complot. Donc on a hâte de vous entendre. Et nous sommes en direct de Belgique avec Pierre Kroll. Bonsoir Pierre, vous êtes dessinateur caricaturiste. Alors ce scandale, il est lié à un homme, j'ai dit son nom plusieurs fois et il est connu mondialement. Cet homme, c'est Jeffrey Epstein. Et vous avez peut-être vu cette séquence. Le multimillionnaire est interrogé par Steve Bannon, un proche de Donald Trump. Ils font une sorte de média training, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent pour des interviews, ce que font d'ailleurs souvent les journalistes, enfin certains journalistes avec des personnalités. On écoute. Êtes-vous le diable en personne? Non, mais j'ai un bon miroir. C'est une question sérieuse. Je suis désolé. Pensez-vous être le diable en personne? Je ne sais pas pourquoi dites-vous ça. Parce que vous avez tous les attributs. Vous êtes incroyablement intelligent. Le diable est quoi? Vous vous souvenez que le diable est brillant. Vous avez lu Le Paradis perdu de Milton? Non, le diable me fait peur. Voilà, le diable, réseau sataniste, voilà, qui fait écho à des théories du complot, notamment du mouvement QAnon. On en a beaucoup parlé lors du premier mandat de Donald Trump. Je vais juste saluer Michel Cherouti, qui est avec nous en direct de Genève, notre correspondant donc, de la RTS. Merci d'être avec nous, Michel. Donc, Perla, je voudrais vraiment vous faire réagir sur cette vidéo, effectivement, et nous expliquer comment les complotistes, là, ils se réjouissent, ils disent oui, c'est bon, on avait raison. C'est nous qui avons raison. C'est ça. Bah, c'est vrai que c'est une petite musique qu'on entend beaucoup ces dernières semaines, y compris dans des médias respectés. Les complotistes avaient raison, c'est la victoire du complotiste, ou en tout cas du complotisme ou du narratif complotiste. Je pense que c'est pas seulement faux de dire ça, c'est aussi dangereux. Au-delà de la crainte de devoir tomber dans des récits et des affabulations, mais aussi sur la question de la méthode. Il faut bien comprendre que le complotisme aujourd'hui, ou de manière générale en tout cas, ça repose sur les certitudes, la suspicion et quelque chose de très courant qui est le biais de confirmation, c'est-à-dire l'idée de vouloir valider avec des éléments ce qu'on croit déjà. Mais alors là, ils ont quand même beaucoup d'éléments, alors qu'ils n'ont pas été validés et tous confirmés. On parle de plus de 3,5 millions de documents. Oui. Donc on pourrait dire, ben voilà, ils dénonçaient des réseaux entre puissants, de la pédocriminalité, et là, tous ces éléments, ils existent pourtant. Oui. En fait, disons que ça fait son affaire, le complotisme. Les sites complotistes font leur affaire sur la confusion. Je pense que pour traiter correctement cette affaire qui est, vous l'avez dit, tentaculaire, avec ses 3 millions de pages, et on en aura certainement plus après, c'est de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du trafic sexuel qui existe, qui a existé? Est-ce qu'on parle des liens financiers? Est-ce qu'on parle de la complaisance et du déni autour de ce trafic sexuel et de cette personnalité qui vraisemblablement avait un réseau colossal? C'est presque de l'ordre de l'hygiène démocratique de savoir vraiment de quel fait on parle, et ça, je crois que la meilleure solution, c'est de se laisser le temps et de laisser les journalistes se pencher sur cette masse de documents. Alors là, je pense que tout le monde sera d'accord sur ce point-là, on va y revenir, mais c'est vrai que en tout cas, c'est difficile d'avoir du temps, puisqu'on voit que tout le monde est happé, il y a tous les temps des révélations. Là, encore une fois, dans le monde, on découvrait l'amitié de 2 musiciens français avec Jeffrey Epstein. Toujours dans le monde, une nièce du président ivoirien Alassane Ouattara, qui, semble-t-il, jouait les entremetteuses pour le pédocriminel. Donc toutes ces informations, elles arrivent. C'est vrai que c'est difficile de ne pas être emporté, Anne-Laure Jumet. Oui, et en fait, c'est la première fois, je crois, qu'on a en libre accès autant de données, libre accès au grand public. Donc tout le monde peut aller faire ses recherches lui-même, peut rentrer un nom dans un moteur de recherche, le moteur de recherche sur le site du département de la justice américain, et faire lui-même ses investigations. Bon, là, nous, journalistes, on fait notre travail.
on recoupe, on prend le temps, on appelle aussi des sources humaines, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, on fait un travail contradictoire également. Et donc, on peut sortir des informations. Voilà, c'est comme ça qu'on procède. Et c'est la première aussi fois, je pense, qu'il y a une telle masse d'informations à l'ère de l'IA. Et donc, potentiellement, on peut aussi trouver de faux documents sur Internet. On va parler peut-être de ces unes aussi de journaux détournés, notamment par les Russes, qui nous font ou de fausses croire accusations, mais qui surfent sur cette vague Epstein et ces documents Epstein. Voilà. Et donc, en partant de cette masse d'informations, eh bien, il y a une déflagration mondiale, parce qu'en fait, il y a énormément de personnalités plus ou moins connues qui sortent de ces documents. Et il y a des répercussions en chaîne. Et encore une fois, tout n'a pas été vérifié. Alors certaines informations ont été vérifiées. Il y a eu des démentis. Pierre Kroll, on va voir ce dessin, hein, parce qu'effectivement, beaucoup de familles royales ont été, impliquées, hein, notamment au Royaume-Uni, où là, effectivement, celui qui n'est plus prince, Andrew, va devoir s'expliquer. C'est aussi le cas en Belgique, parce que vous aussi, on voit ce dessin, effectivement, avec notamment le prince Laurent et le roi. Oui, alors à propos de ce dessin que vous venez de voir, il ne faut pas trop tenir compte de deux bulles du dessin qui font référence à des paternités du père comme du fils qui ont longtemps été cachées. Vous connaissez l'histoire de la fille cachée du roi Albert, etc. Bon, je fais une allusion là-dedans qui est typiquement belgo-belge. Pour le reste, ça montre le roi Albert, maintenant à la retraite. Là, vous voyez, il est en robe de chambre et en charentaise, qui remercie son fils Laurent de l'avoir quelque part protégé d'Epstein. Parce que Laurent a été cité donc, dans les multiples documents là, pour avoir eu deux fois des contacts avec Epstein. Et Laurent s'est tout de suite expliqué. Et c'est intéressant de remarquer que ça a été fait tout de suite, parce que généralement, la famille royale et le palais ne répondent jamais aux accusations de quelque sorte que ce soit, ou alors très tardivement. Ici, ça a été très, très immédiat. Le prince Laurent, qui est le frère du roi actuel, hein, c'est le frère du roi Philippe, a tenu tout de suite à dire oui, j'ai rencontré à 2 reprises Epstein lorsque j'étais aux États-Unis en stage à l'ONU. Oui, et il a expliqué exactement ce qu'Epstein lui avait demandé. Alors des choses un peu ridicules, voir si Laurent pouvait l'aider à donner des cours d'économie dans une université en Europe. Je dis que c'est ridicule et amusant parce qu'Epstein n'a pas fait beaucoup d'études et le prince Laurent, entre nous, non plus. Mais surtout, Laurent explique que Epstein lui a demandé de rencontrer ses parents, donc le roi Albert, qui était roi à l'époque, et la reine Paola, et de les inviter. Et je trouve que c'est très significatif de montrer à quel point ce réseau tentaculaire est un peu fou et quelque part ridicule, parce que je ne comprends vraiment pas ce que Epstein espérait obtenir de la famille royale de Belgique. Epstein est plus riche qu'elle. La famille royale n'a pas, il faut connaître ce que c'est qu'une monarchie constitutionnelle. En France, vous ne connaissez pas trop ça. Mais le roi n'a strictement aucun pouvoir. Donc, à part faire bien, comme on dit, en mettant un roi à sa table, parce que c'est décoratif, c'est tout ce qu'Epstein aurait pu obtenir et qu'il n'a d'ailleurs pas obtenu du tout. Donc oui, voilà, c'est significatif de ce genre de recherche. Et voilà, effectivement, ce qu'il peut comprendre, on comprend un peu la démarche, semble-t-il, de Jeffrey Epstein. Et c'est vrai que c'est ça qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que c'est une galaxie qui tourne autour d'un homme et on voit comment il fonctionne là. Voilà, toile d'araignée. À la fois les puissants et les personnes plus anonymes, en tout cas absolument pas connues du grand public, mais qui ont des informations, peuvent lui donner des éléments. Et donc, par exemple, ce diplomate français, là, la cellule d'investigation de Radio France, qui a révélé son nom, enfin, Fabrice Haïdan. Voilà, Fabrice Haïdan, qui, lui, travaillait à l'ONU pour un haut diplomate norvégien. Et par l'intermédiaire, enfin, avec ce haut diplomate, en gros, il donnait des informations à Epstein le concernant, il jouait les entremetteurs, il permettait aussi des transferts d'argent vers ce haut diplomate. Enfin, voilà. Et donc, on voit que même quelqu'un qui est un peu moins, dans la lumière, voilà, peut intéresser un Epstein pour un tas de raisons. Ça peut être aussi un pianiste français parce qu'il peut lui donner accès à un monde culturel, ou le chef d'orchestre également, qui est dont le nom est sorti en France. Oui. Voilà, il y a toute une galaxie, effectivement, où se mêlent des intérêts financiers, des intérêts culturels, et évidemment des intérêts pour avoir des jeunes filles. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'un nom sort qu'il y a un rapport avec l'affaire de pédocriminalité pour laquelle Epstein a été condamné. Il est forcément coupable.
puisque pour l'instant, rien n'a été il peut y avoir jugé, des liens troubles qui effectivement peuvent poser question. Le Quai d'Orsay d'ailleurs a quand même ouvert une enquête administrative sur l'affaire de Fabrice Haïdan, donc estimant qu'il y avait quand même des éléments. Il a saisi aussi le procureur de la République, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, voilà, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, pour savoir s'il n'y aurait pas matière à ouverture d'une action en justice. Alors on va aller du côté de la Suisse parce que Michel, vous m'arrêtez, mais a priori, enfin pour l'instant, est-ce qu'il y a des ramifications? Est-ce qu'on sait si Jeffrey Epstein était intéressé par la Suisse? On sait qu'il y a quand même beaucoup de banques en Suisse notamment. Oui, effectivement, la Suisse est une grande place financière, c'est un secret pour personne. Alors écoutez, non, en tout cas pas dans les derniers documents. Dans les premiers documents qui ont été rendus publics, c'était l'automne passé, en novembre, la Suisse y apparaissait, ou du moins on voyait que Jeffrey Epstein avait eu un certain nombre de comptes bancaires en Suisse. Voilà ce qui ressort, en tout cas on va dire, d'une activité qui peut paraître normale pour un gestionnaire de fortune. Il n'y a pas d'enquête pénale qui a été ouverte en Suisse pour autant, il n'y a pas eu de demande d'entraide judiciaire de la part des États-Unis. Et il n'y a aucun nom jusqu'à présent de personnalité importante suisse qui sont apparues dans ces dossiers, que ce soit les premiers dossiers rendus publics l'automne passé ou les nouveaux documents rendus publics il y a peu, les fameux 3 millions de pages qui ont été rendues publiques. Donc pour l'instant, écoutez, non, la Suisse n'est pas au cœur de ces dossiers Epstein. Alors on va revoir ces images que Johanna... À voir ce qui se passera par la suite. Bien sûr, parce qu'en plus tout n'a pas été révélé, notamment les faits les plus graves, semble-t-il. Pour l'instant, rien n'a été divulgué par le ministère de la Justice américaine, parce que c'est ça aussi. Souvent, on vous parle de documents qui sont révélés par des journalistes qui ont fait des enquêtes, qui ont rencontré des lanceurs d'alerte. Et là, on va revenir sur la procédure dans quelques minutes. C'est vraiment une source officielle, c'est le ministère de la Justice américain. Mais je voudrais revoir ces images donc, de Jeffrey Epstein avec tout ce que compte la planète, Donald Trump, Bill Clinton, encore une fois, des célébrités, Michael Jackson. Enfin, on a l'impression qu'il essaye d'être avec tout le monde. Mais est-ce que ça ne nourrit pas notamment les complotistes en disant tous pourris, vous voyez, il y a une élite et cette élite, elle est entre elles et ils se cooptent et ils font soit de l'argent, soit des crimes sexuels. Je crois que ce qui est très intéressant dans ces documents et dans cette masse de documents, c'est que ça révèle aussi la complexité du réseau de Jeffrey Epstein, qui était, on le sait, c'est un élément saillant de sa personnalité, malade de réputation et aussi de représentation. Là, c'est vrai que la première théorie complotiste autour de Jeffrey Epstein, ça a été l'existence d'un réseau pédosatanisme qui a été notamment diffusé par ce mouvement complotiste pro-Trump QAnon et qui le liait au Pizzagate. Pizzagate, autre théorie complotiste qui touche, ou en tout cas qui veut toucher plutôt les élites démocrates. Là, ce qui est très intéressant, et on l'a vu avec ce passage avec Steve Bannon, donc on voit les liens de Jeffrey Epstein avec Steve Bannon, c'est que le réseau de Jeffrey Epstein était en fait beaucoup plus complexe. Il avait des liens avec des oligarques russes, avec Elon Musk, avec Peter Thiel, avec Steve Bannon, avec Donald Trump. Il y a française, mais aussi en Israël. Voilà, oui. Exactement. Et aussi avec Bill Clinton. Donc c'est vrai que ce qui va à l'encontre en fait de la lecture complotiste qui est simpliste en réalité, c'est la complexité de ce profil-là qui jouait effectivement de ce réseau-là pour arranger ses affaires, y compris ses affaires de trafic sexuel. Donc alors justement sur ces différents réseaux qui forcément peut-être ne se croisaient pas, ou peut-être que oui, mais dans quelle limite, tout ça on ne le sait pas encore. Ça reste encore une grande inconnue. C'est-à-dire de savoir le réseau effectivement d'argent, d'argent financier. Oui, alors est-ce que c'est ça, parce que là c'est très compliqué effectivement. Il y a une enquête. Enfin, Ghislaine Maxwell qui garde le silence. Elle a Ghislaine Maxwell, donc l'épouse de Jeffrey Epstein, son ancienne compagne, et complice. Voilà, et complice. Elle détient pas mal de secrets. Elle n'a pas voulu s'exprimer là récemment devant le Congrès où elle était entendue. On va en profiter justement. On ne sait pas effectivement. On va écouter Ghislaine Maxwell qui fait, on peut dire du chantage, on va y revenir, mais voilà, on va l'écouter. Savez-vous si Donald Trump a déjà eu des relations sexuelles avec une personne que vous ou Jeffrey Epstein lui avez présentée? J'invoque mon droit au silence garanti par le 5e amendement. D'accord. Il me semble que la Commission n'obtiendra pas de réponse substantielle de votre part
lors de cette déposition. À ce stade, je voudrais donc verser au dossier, en tant que pièce à conviction A et B de la minorité, les lettres que la commission a reçues des survivants des abus commis par M. Epstein et Mme Maxwell. Ces lettres témoignent des expériences horribles vécues par les survivants et de leur désir de transparence, de responsabilité et de justice dans le cadre de cette enquête. Et pour l'instant, c'est la seule qui est incarcérée, c'est la seule qui pourrait s'expliquer. Michel, effectivement, quelqu'un qui ne veut pas parler ou qui conditionne sa prise de parole à une grâce, ça augmente les théories complotistes, ça peut en tout cas. Oui, absolument. Alors c'est un élément supplémentaire. Et ce qui alimente surtout les théories complotistes, j'ai envie de dire, c'est cette espèce d'opacité qui règne depuis le début dans cette affaire Epstein. Il faut quand même se souvenir qu'on ne sait pas comment Epstein a fait fortune. Alors on a beau chercher, tout est opaque, on n'a pas véritablement d'explication rationnelle quant à la manière dont il a eu de l'argent. Il est mort en prison, suicidé semble-t-il. Pour autant, les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas, les gardes n'étaient pas sur place. Il a mis en place un réseau pour lequel Ghislaine Maxwell a été condamnée, lui était inculpé de trafic sexuel. Il a été condamné lui-même pour sollicitation de prostitution, mais a vu sa peine être appliquée de manière très légère en Floride. Il y a des grands noms, ou en tout cas il y a des noms importants dans son réseau. Bref, il y a tous les éléments aujourd'hui pour amener les gens à réfléchir ou à mettre en place des hypothèses qui peuvent être farfelues. Mais le problème, pour moi, il n'est pas tellement quant au fait que les gens mettent en place des théories farfelues. Il me semble surtout que le département de la justice, les États-Unis, ne font pas véritablement leur boulot. En nous donnant tous ces documents, en les caviardant de manière peu compréhensible, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les membres du Congrès qui ont eu accès, qui l'ont lu notamment, avec la déposition, ou plutôt l'audience à laquelle Pam Bondi, donc la procureure générale des États-Unis, a été sollicitée récemment et qui a été assez pathétique dans sa défense. J'ai vu pas mal d'images et de vidéos à ce sujet. Bref, il y a tout un chapelet de choses qui sont mises en place, qui en tout cas suscitent mon interrogation en tant que journaliste. Alors moi, je ne vais pas aux conclusions. La différence, elle est là, c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui sur Internet qui, eux, ont des conclusions par rapport à cette opacité qui règne, et c'est bien le problème. Si vous voulez éviter les théories du complot, eh ben, il faut être clair. Et aujourd'hui, malheureusement, dans cette affaire, rien n'est véritablement clair, à commencer par Donald Trump qui disait qu'il allait rendre public ses dossiers, puis finalement pas. Et puis, bref, on nage dans l'opacité. En tout cas, il y a un manque de transparence certain par rapport à cette affaire. Et confusion, c'est ce que vous disiez, Perla. Effectivement, c'est ce que vous soulignez. Oui, c'est ça, c'est l'idée de la confusion. Et c'est là où vraiment, il faut différencier ce qui se passe dans la sphère complotiste et dans la sphère journalistique, c'est-à-dire la différence fondamentale de méthode. Je pense on entend aussi cette idée de l'existence d'une conspiration mondiale quand on parle de Jeffrey Epstein pour savoir si ces réseaux en fait se recoupent, se parlent. Je pense qu'en fait on n'a pas besoin du complotisme pour comprendre l'affaire Jeffrey Epstein aujourd'hui, en tout cas en matière de trafic sexuel, ce qui est la majorité de notre travail aujourd'hui. MeToo nous a donné déjà énormément de clés, c'est-à-dire on a affaire à un homme tout-puissant qui met en place un système de prédation, qui s'attaque à des jeunes filles vraisemblablement de classe sociale inférieure, entre guillemets, et pas de personnes de son niveau social, parce que c'est là où il va avoir le plus de pouvoir. L'entourage laisse faire. Et puis aussi, vraisemblablement, on l'a vu avec ces mails de Noam Chomsky, cet intellectuel de gauche, cette espèce de sentiment de complaisance, voire de déni vis-à-vis de la réalité de ce qui a été commis. Avec MeToo. Oui, mais surtout, oui, l'idée de minimiser ce qui se passait dans les résidences de Jeffrey Epstein. Et ça, en fait, c'est sordide, c'est absolument sordide, mais je pense qu'on ne fait pas honneur aux victimes et à leurs récits en ajoutant des affabulations et du fantasme en fait autour de ce qui leur est arrivé. Oui, des victimes qui se sentent invisibilisées, voire niées. Aux États-Unis, il y a eu des scènes de confrontation assez fortes, notamment avec Pam Bondi, la ministre de la Justice. On va juste retourner voir Pierre Kroll, parce qu'on va voir ce dessin avec la filière française, puisque Jeffrey Epstein avait un appartement dans les beaux quartiers à Paris, et il connaissait Jack Lang et sa fille. Là, il y a eu une enquête de Mediapart notamment qui a montré qu'il y avait là une relation très financière, notamment avec la fille de Jack Lang. Juste un mot de ce dessin où voilà, il est amnésique, l'ancien ministre français.
Voilà, le dessin est plus simple, ne demande pas des références belges comme le précédent. Simplement, ce monsieur il apporte beaucoup de boîtes. Le dossier Epstein est très lourd. Une des boîtes tombe et s'ouvre et éclabousse Jack Lang, qui fait comme toute personne qui est mêlée à ce genre d'affaires au début, c'est-à-dire qu'il nie tout. Il nie jusqu'à l'évidence. Donc dans le dessin, il dit « Je ne connais pas Einstein, mais vous avez quand même une fille, je ne la connais pas non plus. » Voilà, je ne me souviens pas non plus. Évidemment, ça s'est un peu démenti par la suite. Mais je voudrais enchaîner un tout petit peu sur ce que disait Perla, parce que j'aime beaucoup, et d'ailleurs dans sa première intervention, elle disait il faut bien savoir de quoi on parle. Vous savez, des complots, moi j'aime dire qu'il y en a toujours eu et qu'il y en aura toujours. Donc des théories du complot fausses, mais de vrais complots quelque part aussi. Je veux dire qu'autant il est stupide, pour pas dire farfelu, comme disait Michel, de croire que la Terre est plate et qu'on nous ment depuis une éternité, ou qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Ce qui est amusant, il y a quand même 12 hommes qui ont marché sur la Lune et 400 000 personnes qui ont été mêlées à l'affaire, si je puis dire. Essayer de garder un secret à 3 ou 4, il y a toujours quelqu'un qui va le faire fuir. Mais ici... Par contre, il serait absurde, tout aussi absurde de croire que la transparence est partout et tout le temps et qu'il n'y a pas des gens qui manigancent dans des lieux obscurs pour des projets ou pour cacher des secrets. Pour le dire un peu comme un caricaturiste, vous savez, le sommet de Davos chaque année, c'est un complot quelque part. Hein. C'est quoi? Ce sont tous les gens les plus influents de la planète qui se réunissent pour essayer de discuter ensemble de ce qu'ils pourraient en faire. Bon, sauf que ce n'est pas en secret. Mais en fait, ça ressemble à ça. Donc, il existe des choses du même genre qui se font en secret, et je dirais un peu en conclusion pour moi, en enchaînant sur ce que disait Perlin, pour moi ça donne deux très mauvaises nouvelles du monde, s'il en fallait encore, à savoir combien de gens sans aucune morale tirent des ficelles, j'ai pas dit les ficelles, tirent des ficelles, il n'y a pas besoin de croire qu'ils sont reptiliens, extraterrestres ou quoi, non, ils sont là, on a beaucoup de noms, et aussi combien de gens sont capables de se vautrer au pied de quelqu'un de riche pour en avoir de l'argent ou une influence. Pardon, c'est révélateur je dirais peut-être plus sobrement, je dirais que pour moi c'est révélateur de dysfonctionnement démocratique très important. Maintenant, je pense que en tout cas, notre priorité, nous, quand on travaille sur le complotisme, avant de s'attaquer à ces sujets-là, qui doivent être, dont les lanceurs d'alerte, les militants, les associations doivent s'emparer, nous, notre priorité, en tout cas dans notre travail, c'est de absolument s'entendre sur les faits, de quoi on parle. Et en cela, on est dépendant de ce que font les journalistes spécialisés et sur la question internationale, par exemple. Vos journalistes, les journalistes doivent prendre ces documents et les exploiter, c'est la priorité, mais il y en a tellement. On a plusieurs personnes là qui travaillent à plein temps sur ces documents, avec un axe plus précis sur les personnalités françaises, parce qu'évidemment on ne peut pas se démultiplier Radio France, donc on a plutôt choisi cet axe-là, travailler sur les personnalités françaises et les victimes françaises aussi, notamment de rabatteurs qui étaient employés par Jeffrey Epstein. Donc voilà, plusieurs personnes qui travaillent très ardemment sur ce dossier. Je ne sais pas si on a encore le temps, mais j'aimerais bien parler de Trump, finalement, dont on ne parle absolument pas dans cette affaire. Voilà, en tout cas, on pourrait dire que c'est un peu, pour l'instant, le grand absent, c'est-à-dire que tous ces documents ont été publiés enfin publiés, j'ai envie de dire, par le ministre de la Justice américain, et pour l'instant, on parle de tout le monde, sauf de Trump. Sauf de Trump, mais... Sait-on jamais, on va suivre, c'est une histoire à rebondissement. Merci infiniment à vous quatre d'être venus dans Allons-y Franco. Voilà, on espère vous avoir donné des clés pour éviter de sombrer dans le complotisme.